Allez, bonjour à tous. On va démarrer parce que Stéphane et Pascal sont là sur les starting blocks. Ils ont beaucoup voyagé pour arriver jusque chez nous. Donc, un gros réseau est heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire qui remplace notre semaine de l'agroécologie. Donc, du fait des conditions, on ne peut pas le faire en présentiel et on ne peut pas accueillir Stéphane et Pascal qui pourtant se faisaient un plaisir de venir localement. C'est remis à plus tard, mais on a quand même décidé de maintenir l'événement sous un format web binaire. Voilà. Donc pendant 2 heures, ils vont intervenir sur la mise en œuvre et l'évaluation de systèmes agroécologiques, avec notamment la plateforme Cassis à Dijon, et puis la démarche aussi personnelle en tant qu'agriculteur de Pascal. Ils vont se présenter. Concernant le déroulé de ce webinaire, on va laisser la parole qu'aux intervenants. Et pour vous qui suivez ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions et par écrit avec l'outil Converser que vous pouvez avoir en bas de votre de, vous pouvez le faire apparaître. Vous posez vos questions par écrit et puis on les retranscrira à la fin de leurs interventions et ils répondront à vos questions ainsi. Voilà. Et en espérant qu'il n'y ait pas de soucis techniques, mais ça a l'air de très bien fonctionner, en tout cas pour nous. Je laisse la parole à Pascal et Stéphane pour la suite. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai deux casquettes, hein, double actif depuis 94. En 94 et avant 94, j'étais responsable de production dans des serres de plants de légumes et ça jusqu'à 2003. Et parallèlement, depuis 94, je me suis installé, j'ai repris l'exploitation familiale, une petite exploitation, 78 hectares. Toutes ces périodes-là, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va dérouler tout de suite. Avec donc l'entrée à l'INRA en 2004 et non pas 2003, une petite erreur là sur la diapo. Et depuis que je suis rentré à l'INRA en 2004, ma fonction principale, ça a été de la conduite d'essais systèmes, protection intégrée culture et Cassis aujourd'hui, et avec un poste de chef de culture depuis 2009. Donc, je vais commencer par mon côté, alors, on va dire à titre secondaire, hein, puisque je suis à 80% à l'INRA. Donc, les 20% de mon activité secondaire, elle est agricole. Et donc, alors, je vais reprendre la main sur l'écran. Voilà. Donc, avec une approche depuis les années 2000, très axée sur le collectif. Avant les années 2000, ma structure était individuelle, avec juste un petit peu de travail en commun avec une autre exploitation pour la récolte des betteraves. Mais sinon, et toutes les structures du village et des villages alentours étaient individuelles, sinon ces petits groupes d'entraide pour les betteraves. Et donc, si on démarre finalement en 2001, puisque 94, c'était la conduite d'une exploitation avec mon père pour la maintenir plus ou moins en double activité. Mais l'année charnière, c'est l'année 2001 où on va démarrer tout un projet de mise en commun des moyens qui est parti d'une petite CUMA en 2001 pour l'achat d'un broyeur subventionné par l'agence de l'eau. Donc là, 4 adhérents, on crée une CUMA. Et l'esprit collectif a démarré tout de suite, puisque en 2002, le groupe s'enrichit avec 2 nouveaux adhérents qui intègrent la CUMA pour l'acquisition d'une moisse-batte. Sur 400 hectares avec les 4 exploitations regroupées. En sachant que parmi ces 4 exploitations-là, 3 avaient recours à l'entreprise et une était équipée, mais avec une moisse-batte vieillissante. Donc, toujours en 2002, donc l'animatrice de la CUMA qui montait les dossiers avec moi, c'est moi qui étais le président de la CUMA à l'époque, président, animateur, secrétaire, trésorier. Enfin, c'était un cumul de fonctions. J'avais du temps, hein, j'étais sur une période de transition, donc j'étais plus dans les serres. Et du coup, l'animatrice de la CUMA, chaque fois qu'elle me voyait arriver, elle disait tiens, il faut refaire un plan de financement. Parce que la même année, en 2002, avec du coup 5 ou 6 autres exploitations, un projet d'arracheuse à betterave
sur une bonne centaine d'hectares de betteraves, avec l'achat d'une automotrice, l'achat d'une benne. Donc la CUMA commençait à prendre de l'ampleur alors qu'elle venait à peine d'être créée. Et pour très rapidement, en 2004, commencer une réflexion un peu plus aboutie sur le travail en commun, parce qu'en fait, on a en 2004-2005 vu qu'avec l'arracheuse à betterave, pour optimiser les chantiers, c'était mieux de grouper les parcelles, donc, ou d'aller sur les plus grandes parcelles dans la structure des exploitations qui étaient autour de nous. Donc, on a réussi à négocier avec la sucrerie pour qu'ils nous mutualisent le tas de betteraves. Parce qu'un tas de betteraves, bon, quand on va au milieu de la plaine, ça paraît homogène, mais ce n'est pas du tout le cas. Le début de l'arrachage peut avoir beaucoup de tartère, un taux de sucre plus ou moins élevé, et la fin du tas est différent. Et la pratique, c'était, on prenait des camettes, on mesurait le tas, et sur telle longueur, c'était pour une personne, sur telle autre, c'était pour une autre exploitation, alors qu'en fait, on a réussi à ce que chaque camion parte au prorata de chaque exploitation. Donc, du coup, on avait tous la même tartère, la même teneur en sucre. Mais la première année, on s'est retrouvé avec 2 grosses parcelles de betteraves qui ne regroupaient pas la totalité, mais qui regroupaient déjà une quarantaine d'hectares. Et ces 2 parcelles, elles étaient sur la même exploitation. Et donc, l'exploitant qui accueillait les betteraves, il s'est retrouvé la même année à semer une grosse solde de blé de betterave, qui ne sont pas toujours les blés les meilleurs, avec les meilleures conditions pour les implanter, souvent des semis tardifs, des parcelles avec du trafic, donc des sols tassés. Et donc, suite à ça, on s'est dit, ça ne suffit pas de mettre en commun les betteraves, il faut voir aller plus loin. Donc, avec 3 de mes 3 collègues, on a entamé une réflexion sur le travail en groupe avec des formations qu'on avait mis en place avec la Chambre d'agriculture. Donc, une formation sur l'analyse des charges de mécanisation et une autre formation sur comment calibrer un parc matériel pour la structure de l'exploitation qui regroupait 400 hectares à l'époque. Et de cette réflexion, ça a rapidement débouché sur la volonté de créer un assolement commun. Donc cet assolement commun, on avait eu déjà des petites présentations, notamment sur une journée organisée par la FDCUMA de Haute-Marne, où un groupe assolement commun tenait un atelier et il nous avait fait une présentation spécialement pour nous 4 et dont on est sorti quasiment convaincu qu'on pouvait aller dans cette direction-là. Et donc en 2005, on crée le GIE des 4 épis pour développer un assolement commun. Alors GIE, groupement d'intérêt économique, il n'y a pas le terme environnemental comme les GIE aujourd'hui, sur 430 hectares. À l'époque, aujourd'hui, on pourrait avoir une structure CEP, Société en participation, qui n'existait pas à l'époque, enfin qui venait juste en 2005 d'être créée, mais bon, c'était pas connu, donc on est resté sur cette forme juridique de GIE, qui avait aussi l'avantage que chaque exploitation garde son statut juridique et du coup, on n'était pas complètement verrouillé comme dans un GAEC, par exemple. Et chaque exploitation gardait son statut juridique, une compta propre, et sachant que le GIE regroupait l'ensemble des intrants des achats. Et alors là, on était parti sur un système en TCS, avec peu de labour, le labour avant les betteraves, avec une solde de betteraves qui tournait autour d'une quarantaine d'hectares sur les 400. Bon, des quotas plus ou moins importants. Certaines exploitations qui avaient racheté des quotas en 2006. Et malheureusement, en 2007, réorganisation de la production de sucre en Europe. Et notre sucrerie d'Ezré sacrifiée sur l'autel de la réduction des hectares de betteraves en Europe, et notamment en France. La sucrerie d'Ezré représentait bien les 20% de baisse. Donc, une grosse déception. On venait d'acheter une arracheuse à betterave, on s'était équipé en irrigation. Et là, il a fallu commencer à réfléchir un peu à produire autre chose. Alors, c'est plus le soja qui est venu prendre un peu plus d'importance et la culture de la moutarde, puisqu'on est sur le secteur à côté de Dijon. Donc, la moutarde de Dijon est aujourd'hui produite en local pour une partie de la production, une partie des besoins.
Donc, là, on était dans le conventionnel. Mais courant 2008, l'obligation d'implanter des couverts d'interculture sur nos zones vulnérables, qu'on vivait plutôt comme une contrainte, on a voulu le transformer en intérêt, essayer de le valoriser. Et suite à une formation avec Frédéric Thomas, donc à l'époque, on était déjà en relation avec lui, avec mes collègues, on a pris la décision de partir sur alors à l'époque on disait semi-direct sous couvert végétal. Bon, aujourd'hui on dirait plutôt agriculture de conservation des sols. Et du jour au lendemain, puisque dès le printemps 2019, on a semé les premiers soja en direct avec un Smart John Deere qu'on avait emprunté pour une parcelle. Et dès l'automne, on s'équipait avec un Smart 4 mètres. On revendait le combiné de semis, on revendait la charrue et on était parti sur cette aventure qui continue aujourd'hui. Avec une évolution en 2017, puisqu'en 2017, une exploitation voisine intègre notre groupe d'assolement en commun pour qu'aujourd'hui, on soit sur un peu plus de 600 hectares. Et avec, au fur et à mesure de toutes ces années, une évolution du parc de matériel, notamment un gros pas en avant en 2017-18, suite à l'augmentation de surface avec 2 semoirs de 8 mètres, et puis un tracteur, une moisse-batte de taille supérieure, etc. Donc, et alors là, ce que je vais dérouler maintenant, c'est la partie semi-direct sous couvert, agriculture de conservation des sols, à travers différentes expériences et au cours des différentes années du déroulé. Alors juste là, pour montrer un petit peu la répartition du parcellaire, qui est pas mal éclaté, avec un point central sur le village de Chandos où j'habite, dans le Val de Saône, donc c'est au sud de la plaine dijonnaise, à proximité du Jura. Et un autre zoom sur un autre logiciel de gestion parcellaire, avec notamment une grande réorganisation foncière en 2018 qui nous a réduit de 20 îlots, donc une moyenne parcellaire à peu près d'une dizaine d'hectares. Les cultures pratiquées, une bonne base de 130 hectares sur les 600, escourgeons, orge de printemps, soja, colza, moutarde. Alors, moutarde, une centaine d'hectares de moutarde tous les ans, qu'on a de plus en plus de mal à produire à cause des insectes et ces changements climatiques qui font que principalement les altises et charançons du bourgeon terminal viennent nous poser de gros problèmes. Et puis des cultures un peu annexes, du miscanthus, un peu de luzerne sur un captage, des févroles d'hiver pour faire nos semences de couvert, et puis de la culture du trèfle semence également. Donc là, le principe d'assolement commun, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ça prendrait du temps, mais en gros, tel qu'on l'a défini, chaque hectare est identique, donc, et chaque exploitation a un prorata dans l'assolement, donc dans les livraisons et dans les intrants, sachant que toutes les livraisons se font sur la même structure, un OS local avec qui on a bien pu discuter et qui, comme pour le tas de betteraves, va nous proratiser chaque benne livrée. Donc, on a tous la même récolte, le même rendement sur l'ensemble du parcellaire. Mais par contre, chacun continue de payer ses propres fermages. Et quand il y a du drainage ou de l'amélioration foncière, c'est chacun qui l'assume sur sa structure foncière d'origine, même si aujourd'hui, les parcelles ont pas mal bougé. Et du coup, nos parcelles d'origine ne sont plus forcément celles qu'on exploite aujourd'hui. Alors tout ça, ça s'est fait avec beaucoup de formations au cours de ces 10-12 dernières années. Alors des formations pour mettre en place l'assolement. On est membre avec mes collègues d'un GEDA, le GEDA Plaine Saône, la formation de Frédéric Thomas, je vous parlais. On travaille en bas volume à 50 litres hectares. On a suivi des formations avec Terrinovia, le septième au début, avec Gilles Sauzet sur les colzas et les plantes de compagne, sur l'activité biologique des sols, sur la fertilisation, la gestion du calcium. On a rencontré à peu près tous les papes du semi-direct sous couvert, Carlos Crovetto, Lucien Segui, Jean-Luc Forler, Konrad Schreiber, Frédéric Thomas, je l'ai déjà nommé, et puis des formations sol, formation Fredon pour la gestion des campagnols qui sont nos compagnes dans cette démarche de semi-direct, et de nombreux tours de plaine avec la PAD centre-est, avec base, avec
un groupe semi-direct sous couvert de la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or. Des formations pour l'utilisation du sucre, des macérations de plantes, même si ça n'a pas été beaucoup plus loin que quelques expériences après la formation. Et puis, du côté économique, des participations au groupe d'analyse marge brute de la Chambre de Côte-d'Or, où quelques exploitations échangent leurs résultats. Et puis, régulièrement, des accueils de stagiaires, de groupes d'élèves qui viennent voir comment on travaille, ou d'autres groupes d'agriculteurs. Donc, on est très ouvert. Et avec mes collègues, on s'y colle un petit peu à chacun de notre tour, comme moi ici aujourd'hui avec vous. Et donc, gros changement de pratique au cours de l'année 2009, hein, avec les premiers SMIT couverts. La clé de la réussite qui nous avait bien été présentée par Frédéric. Donc, du coup, super motivé, le semoir, la moisse-batte dans la même parcelle, un gros tas de couverts à gérer parce qu'il faut anticiper les semences, préparer les mélanges. Et du coup, dès l'automne 2009, les premiers semi-directs vraiment sous couvert. Donc là, c'est des couverts, il pleuvait plus que ça, plus que maintenant à l'époque, donc des couverts à 50 tonnes brutes, 6 tonnes de matière sèche, avec un semoir 4 mètres. Et bon, au cours de cette évolution des 10 années, bon, le semoir 4 mètres, évidemment, il devenait vraiment pas suffisant. Donc, on est passé par un semoir 6 mètres pour aujourd'hui être avec 2 semoirs de 8 mètres. Un semoir à dents, avec ma grille d'occasion qu'on a acquis il y a 4 ans. Et puis, un semoir à disque, on le verra tout à l'heure, de 8 mètres également. L'Avatar, donc l'Avatar du John Deere, hein, puisque c'est chez Horsch, qu'on utilise depuis 3 ans. Donc là, maintenant, quelques photos de comment ça se passe, comment sont les cultures, comment sont les sols au cours de ces années. Alors, bon, j'ai pas trop de photos de les tout dernières, 2020, 2019, mais il n'y a pas de différence hein, dès les deux, 3 premières années, le temps qu'on s'approprie la technique. On a assez vite, d'une année sur l'autre, trouvé les mêmes aspects des cultures, comme ici de la moutarde dans un couvert de lin, de févrole, pois fourragé. Ou alors là, encore de la moutarde, mais plutôt un peu plus tard dans la saison, on voit vraiment les résidus de surface qui sont toujours présents tous les ans. Et si on regarde de plus près, là, on voit bien les résidus. Alors, les pailles du précédent blé et puis des pailles de pois fourragés principalement. On n'a pas de couvert type de mélange de couvert type. On s'adapte un petit peu en fonction des espèces qu'on va trouver. Bon, on produit des pois fourragés de la févrole. Puis après, on essaie par échange d'échanger sur du tournesol, du lin, et puis acheter Faceli, voilà, ou Faceli-Vess pour faire un mélange, tournesol, j'ai cité, pour faire un mélange à peu près toujours le même tous les ans. Alors, j'ai plus la souris. Ah. Voilà. Donc, cette même moutarde au 12 avril, donc pas 2014, hein, c'est 5 ans après le début du semi-direct. Alors, 5 ans, à cette période-là, on a vraiment vu les sols évoluer. Les premières années, et on le voit bien par rapport à la vitesse d'avancement du semoir. Les premières années, semis à 4-5 km/h, parce que le sillon avec le semoir à disque se referme pas très très bien. Il faut le temps que tout ça se mette bien en place. Et aujourd'hui, avec le même semoir, on sème à 10 à l'heure et une qualité de semis qui est bien meilleure. En premières années, on roulait toujours derrière le semis pour refermer le sillon. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de rouler. La plus grosse évolution en 10 ans, pour ma part, c'est voir l'évolution des sols qui sont devenus de plus en plus portants et qui aujourd'hui supportent plus les à-coups climatiques, les excès de pluie, etc. Et qui on voit plus du tout les outils marqués. Et pourtant, le pulvé est lourd, la moisse-batte aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment une activité de vers de terre qui est spectaculaire. Donc là, cette moutarde au 1er mai, en pleine fleur, donc la moutarde de Bourgogne. Là, on est en plein dans la zone de production aujourd'hui. En Bourgogne, aujourd'hui, c'était il y a 3-4 ans jusqu'à 6000 hectares. Ça diminue parce que les insectes sont en train de nous faire vraiment
nous causer des très très gros problèmes et avec de moins en moins de leviers pour les contrôler. Attendez. Là, ce que je voulais vous présenter, c'était comment sur 2 années, on enchaîne sur une même parcelle. Donc là, je reviens un petit peu en arrière. Donc, on se retrouve sur une moutarde qui a été semée fin septembre. Donc là, on est en novembre, elle est déjà bien développée. Et cette même moutarde, on l'a déjà vue. Donc voilà, au 12 avril, on arrive directement à la récolte en juillet 2014. Alors bon, j'ai un peu triché, c'est pas une récolte de moutarde, j'avais pas de photo de moisse batte dans la moutarde. Ça, c'est du soja qui est récolté il y a 15 jours en pleine nuit. Pour passer après moisson de la moutarde en septembre 2014 sur du semis de blé dans des repousses de moutarde en l'occurrence. Donc ces repousses, on aurait presque pu les garder pour faire une deuxième récolte, mais au 27 septembre, elles n'étaient pas assez avancées en maturité pour espérer les faire mûrir. Donc du coup, semis direct dans les repousses de moutarde. Aujourd'hui, on les aurait pas laissé se développer autant, on les aurait peut-être stoppés avant pour éviter que le C sur N des repousses soit trop élevé. Et bon, mais ça n'a pas empêché qu'elles se décomposent quand même correctement, bien qu'il y ait un très très gros paillage après à la moisson du blé. On aperçoit des faucheuses en haut de l'écran parce qu'en fait, les outils qu'on va beaucoup utiliser dans notre système, c'est du fauchage pour réduire tout ce qui dépasse afin de limiter l'action des campagnols principalement et puis de favoriser la décomposition, de ramener tous les résidus au sol. Donc là, on voit bien ces résidus d'une moutarde et puis on commence à percevoir le blé qui lève au milieu pour en février, voir d'un blé qui se développe correctement. Des résidus qui ont commencé en avril, bon, se sont pas complètement dégradés, mais qui ont déjà bien évolué pour avoir après donc un blé qui va se comporter correctement. Donc, vous voyez, sur 2 ans, le sol toujours couvert et des résidus grâce à l'activité des vers de terre qui s'est vraiment bien dégradé. Et ce sol dont je vous parlais, qui est vraiment au cœur de notre système, les 2 diapos de gauche, le sol fissuré puisqu'on est sur des teneurs d'argile très élevées. Là, on est à 60% de teneur d'argile. La photo de gauche dans nos pratiques, 2014, c'est-à-dire 5 ans après le début, et la parcelle d'un voisin dans les mêmes conditions d'été sec où le sol est, de printemps sec où le sol est énorme et beaucoup plus fracturé. On aperçoit en gauche tout un amalgame de vers de terre, c'est ce que j'ai ressorti sur un coup de bêche, et à droite des turicules. Aujourd'hui, on marche sur un tapis de turicules de vers de terre. Et ces vers de terre, dans les comptages, on a fait quelques comptages là en 2017, en des parcelles en itinéraire classique, on arrivait à compter 300 vers de terre au mètre carré, ce qui n'est pas si mal, mais 750 dans notre système, donc 2009, c'est 2009-2017, 8 années de semi-direct, pour 575 grammes dans notre système et 175 en itinéraire labour, ce qui nous donne à l'hectare presque 6 tonnes en semi-direct et à peine 2 tonnes en travail du sol. Bon, alors, on n'est pas sur un système jusque-là où on cherche beaucoup à réduire les pesticides. Parce qu'on a quand même mis du temps avant de s'approprier le système. Certaines années, on a levé le pied principalement sur les herbicides pour se retrouver confronté à des problèmes qui revenaient, notamment sur les graminées. Les premières années, les graminées ont fortement baissé de pression. Les dernières années, 2007-2008, en TCS, on avait quand même des problèmes raigrats, brome, vulpin, qui ont bien réduit au début, dans les années 2009, 10, 11, 12, et pour avoir une remontée par la suite. Donc, du coup, en 2017, on se retrouve avec des IFT qui ne sont pas catastrophiques, mais qui se retrouvent à peu près dans la moyenne en IFT herbicide, la moyenne régionale.
et un peu moins sur le hors herbicide, fongi, insecticide, anti-limaces. Et souvent, les teneurs, enfin les taux d'IFT élevés sont dus à l'anti-limace. Si on prend la moutarde ou le soja, le soja devrait avoir un IFT hors herbicide quasiment à zéro. Il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas d'insectes, sauf qu'on s'est retrouvé avec des grosses pressions limaces dans toutes ces années du début, moins maintenant. Mais donc à lutter contre les limaces avec du slux ou avec du métaldéhyde, mais chacun a un IFT. Donc, et pour la moutarde, alors la moutarde, c'est plus la lutte contre les miligètes, contre les insectes qui nous font faire un IFT élevé. Mais en finale, avoir un IFT total à 5 quand l'IFT régional est à 6. Donc, ça reste raisonnable. Et sachant que dans cet IFT herbicide notamment, il faut pratiquement mettre un d'IFT glyphosate parce que dans notre système, le glyphosate reste la base de la gestion des couverts, enfin des repousses des couverts avant semis. Et alors si on compte l'IFT de glyphosate 1 pour pas tout à fait 1, puisqu'en général on va consommer entre 1,5 litre et 2,5 litres par hectare en moyenne par an. Donc ça nous fait un IFT glyphosate qui va être à 0,8. Bon, si on le prend sur 7 litres, on pourrait baisser notre IFT un peu artificiellement. Bon, ça reste des petites bagarres de chiffres. Et dans ces pratiques de semi-direct, avec l'équipement qu'on a, donc on a quand même essayé de voir si on ne pouvait pas encore améliorer la rentabilité avec des cultures dérobées. Donc, alors on pratique aujourd'hui beaucoup de dérobés pour produire nos semences de couvert, du pois fourragé notamment, principalement. Le soja en 2000, je sais plus, c'est sous les encarts, en 2018 je crois, ou en 2017, sitôt derrière récolte des orges d'hiver qu'on récolte dans notre région autour du 20 juin. Donc un Smith colza qui rapidement au 9 juillet, donc 10 jours après le semis, pratiquement 15 jours après le semis, est déjà à première feuille trifoliée avec un coup d'irrigation, bon, sachant qu'on est équipé avec deux enrouleurs et 2 groupes d'irrigation par pompage dans la nappe chez nous. Il n'y a pas de réserve. Et un soja qui, après un mois et demi après le semis, je vais trop vite, présente un aspect vraiment très intéressant et des gousses pour finalement faire 17 quintaux avec 2 tours d'eau, un petit herbicide antigraminé foliaire sur les repousses. Bon, mais avec une rentabilité du coup pas intéressante pour du soja qui aurait été payé 315 € la tonne. Pour valoriser des semis au niveau des charges qu'on avait engagées, il faudrait au minimum que le soja soit payé 400 €. Et puis d'autres expériences, innovantes, oui, parce que aujourd'hui, semer du blé alors que le soja n'est pas récolté, dans notre région, il fallait quand même oser, surtout sur des surfaces, c'était 60 hectares le même jour de semis de blé dans du soja. Bon, un soja dont la récolte allait être tardive, hein, vraiment, on s'attendait à le récolter pour la Toussaint. Bon, on l'a récolté le 28 octobre, on n'en était pas loin. Et on savait pertinemment que, surtout là en 2013, hein, les sols n'étaient encore pas hyper évolués, qu'on n'arriverait pas à semer du soja en semi-direct début novembre, fin octobre, début novembre. Donc on a pris, suite à une formation avec Lucien Segui, l'idée n'est pas venue de nous, qui nous présentait cette technique-là au Canada. On a dit, allez, pourquoi pas. Donc, semis de blé 15 jours avant la récolte du soja. Et puis, alors, on a augmenté un peu la densité de semis. Sur 36 mètres de large, il n'a pas fallu longtemps pour en semer 60 hectares. Les voisins se demandaient ce qu'on faisait. Ils disent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'engrais dans du soja qui n'est pas récolté. Puis finalement, 3 semaines après, eux, ils essayaient de semer leur soja, les voisins, en labourant, herse rotative 1 fois, 2 fois. Pendant ce temps-là, nous, on avait juste à regarder. Le blé qui avait été posé dans le soja, il prenait racine gentiment.
en surface. Alors, sous le soja, les feuilles de soja étaient retombées dessus. C'était sur une période humide, avec le temps brumeux de la plaine de Dijon, de la plaine de la Saône, au mois de novembre, au mois d'octobre, pour avoir du blé qui s'implante, qui se développe. Alors là, on voit encore un petit peu les passages de moisse-batte, mais finalement, un blé qui aura fait 73 quintaux avec un minimum de charge, alors que les voisins auront peut-être fait pas forcément mieux, avec des charges de labour, de consommation de foule très importantes. Donc voilà, des expériences qu'on a renouvelées depuis, qui ne marchent pas tous les coups, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de limaces, il ne faut pas qu'il y ait de campagnols qui mangent les grains, il faut qu'il fasse suffisamment humide pour que ça germe en surface. Ça fait. Donc, faut être opportuniste constamment sur ces pratiques. Bon, on a testé d'autres essais, des semis ultra précoces en blé. Bon, ça n'a pas très bien marché parce que ce qui a été semé au début septembre, ça a été attaqué par les pucerons cicadelles. On a eu du mal à gérer les graminées. Donc, bon, bien qu'à 100 grains, on arrivait à faire autant de talépi qu'avec 330 grains semés le 7 octobre. Bon, voilà, donc des expériences plus ou moins réussies, mais aujourd'hui, bon, on s'est un peu recalé sur des bases sans trop aller chercher de l'original, on va dire. Mais au cours de ces années, bon, ça n'a pas toujours été drôle tous les jours. Hein. Des gros dégâts de campagnol en 2015, 30 hectares là sur les trèfles semences, où les campagnols, c'était la fête hein, sous le trèfle pendant tout l'été, tout l'automne. Et puis du coup, les semis de blé au mois d'octobre, totalement détruits, quasiment totalement détruits par les campagnols. Bon, là, on ressème. Il y a toujours un peu de semences disponibles. Le SMOR est toujours prêt à intervenir. Bon, des inondations, bon, ça, c'est pas lié au semis direct, mais pour dire qu'on est quand même dans des zones un peu sensibles, vulnérables. Et puis, des carabes qui sont quand même bien décrits comme des auxiliaires et qui nous posent des problèmes en venant nous grignoter principalement les petits colzas et les petites moutardes. Et puis, l'absence de travail du sol, on n'arrive plus à cacher les déchets des gens qui nous regardent et puis qui nous balancent tous leurs déchets dans nos parcelles. Alors, de temps en temps, il faut ramasser, faire le cantonnier au bord des routes. C'est facile de demander à l'agriculture de tout faire et puis en même temps, de gérer les déchets qu'on balance. Bon, ça, c'est un vaste débat. Voilà, quelques photos. Alors, des beaux couverts en 2017. On a plus de mal depuis en 19, 20 et 21 et 20, j'espère pas en 21, de faire des couverts comme ça. On a des étés de plus en plus secs. Donc, on implante malgré tout nos couverts. Alors, sur notre structure, c'est 300-400 hectares de semis de couverts, toutes les intercultures quasiment. Même sur colza et moutarde, on sursème du couvert en espérant avoir un peu mieux que les repousses de colza, les repousses de moutarde. Mais bon, les derniers beaux couverts, c'était en 2017. Alors, les abeilles sont contentes, c'est sûr. Toute la faune, la flore, du semis de moutarde dans un couvert de lin. Bon, la moutarde, on ne met pas des couverts trop denses parce que ce n'est pas très concurrentiel, donc elle ne supporterait pas trop les résidus. Un peu, une petite idée du matériel, c'est passé très vite. Ça ne réagit pas très vite à la... Voilà, juste un petit spot. Donc, le dernier SMOR à gauche, là, qui est venu remplacer un SMOR John Deere qu'on avait équipé avec une deuxième trémie. Alors, le SMOR Horsch, 3 trémies qui permettent de localiser du fertilisant dans la ligne de semis et voire de rajouter deux espèces, par exemple les plantes de compagne avec le colza, on met un peu de soufre dans la ligne de semis. Enfin voilà, tout un tas de différentes associations qui sont permises par le SMOR. Un petit focus sur nos marges, deux diapos pour finir sur l'économique de notre système. Alors je présentais ça à des élèves là au début de la semaine dernière pour leur montrer que la marge brute, on n'est pas forcément totalement maître de notre marge. Que c'est plutôt le prix qui fait la marge. En 2012, alors très bonne année chez nous, des bons rendements, des prix, mais surtout des prix exceptionnels. Du blé à 212 € la tonne, payé producteur, hein, c'est pas cotation à Rouen. Pour des charges de structure, des charges opérationnelles à presque 500 €, une marge brute à 1000.
Et puis 2019, 74 quintaux, du blé à 160 € la tonne. Des charges qui ont baissé en charge OP à 424 € pour une marge brute 24% moins chère. Et ça, c'est le prix qui fait la différence. Bon. Je ne sais pas si un jour on retrouvera ces niveaux de prix pour le blé et le reste. Bon, c'est un petit peu mieux en ce moment, pourvu que ça dure. Et puis, notre bilan économique sur 2007-2019. 2007, dernière année de betterave. Je n'ai pas 2018 parce que toute ma charge de travail à droite, à gauche, je n'ai pas eu le temps de finaliser les résultats 2018. Mais en gros, la marge cheminette, donc marge cheminette, c'est le produit brut avec les aides couplées, duquel on a déduit les charges OP et les charges de Mica. Donc en gros, c'est la marge brute moins les charges de Mica. On voit au niveau des charges OP en bleu, en bas, la colonne du bas, 2007, des niveaux de charge à 225 €. Je crois que dans notre système, on ne retrouvera jamais ça. En 2007, l'azote n'était pas au prix d'aujourd'hui. On ne savait pas ce que c'était que les TGAP, taxes sur les activités polluantes, et puis un système qu'on maîtrisait bien en TCS 2007-2008. 2009, une montée de ces charges-là, mais avec l'augmentation du prix de l'azote, il y a eu un gros coup entre 2008 et 2009 sur l'azote principalement. Et puis, on les voit augmenter nettement plus sur 2012-2013, parce qu'on avait quand même bien levé le pied sur les intrants les années auparavant. Puis là, il a fallu remettre quand même une couche sur les intrants, surtout sur les herbicides. Pour redescendre en 2017, parce qu'on veut quand même essayer de réduire, mais on remonte un petit peu du coup en engrais de fond sur 2019, et je pense que 2020 va être à peu près dans la tenue de 2019. Pour du coup des charges de méca qui, elles, sont quand même relativement stables, hein, bien qu'entre 2008 et 2009 et 2010, on va dire, on ait modifié quand même avec des gros investissements sur les smart de semi-direct. La même chose en 2019, mais là, on voit les charges maîtrisées, mais ça, c'est grâce à l'ACUMA, grâce à la mutualisation du matériel, parce qu'aujourd'hui, 210 € de charge méca en semi-direct avec de l'irrigation sur à peu près, on consomme 120 000 m3 d'eau tous les ans. Donc 120 m3 d'eau pour pompage thermique, ça a quand même un coût. Ça ne se fait pas avec rien. Et c'est intégré dans ces 210 €. Donc vraiment une maîtrise des charges de méca quand on sait que sur une exploitation en travail du sol classique, on va être plutôt à 400, 500 € de charges de méca. Donc ce qui nous donne une marge cheminette qui est quand même pas trop mal. Alors, on retrouve 2012, la très bonne année de prix, mais 2019, c'est assez honorable. Et même 2016, qui était l'année catastrophique par excellence de notre région, des moyennes de rendement de blé dans les exploitations à 40 quintaux, quand habituellement elles font 80, on arrive à sortir quand même une marge cheminette positive, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'exploitations de la plaine. Donc, satisfait de notre système aujourd'hui, on ne remet pas en cause et on continue d'essayer d'optimiser. Donc, ce n'est pas simple et aujourd'hui, on est quand même beaucoup pénalisé par les étés secs. Les étés secs qui font que cette année, par exemple, 50 hectares de moutarde dérobée qu'on pouvait espérer sur une récolte octobre, 40 hectares de pois fourragés pour faire nos semences de couvert, 0 quintal en récolte, pas plus en moutarde qu'en pois fourragés, parce que le mois d'août, juillet, août, voire septembre était tellement chaud et sec que rien n'a poussé. Ou pour le pois, rien, il y a peu de floraison. Et parallèlement, les couverts qui ne poussent pas, des sols qui se referment, on voit les sols se dégrader. Là, on est content d'avoir eu 140 mm de pluie en octobre, on voit que l'activité reprend. Donc, on attend maintenant des années climatiques plus normales pour que ça reparte mieux que ça n'est en ce moment. Voilà, je pense que j'ai à peu près tenu le temps, j'ai peut-être débordé un tout petit peu. Merci Pascal pour cette jolie présentation. Si vous avez des questions, il faut les poser, n'hésitez pas, il faut en profiter tant que Pascal est là. Tu l'as cité, il y avait une question sur des
problème de campagnol, alors spécifiquement Oui, 2015. Est-ce oui. que c'est quelque chose de récurrent que vous voyez de plus en plus depuis 2009? Alors, de plus en plus, on ne les a pas vus au début. Elles sont vraiment apparues, des très grosses attaques en 2014-15. On avait, on s'était dit, ça va se réguler tout seul avec les renards, avec les rapaces. On est quand même dans un territoire avec des forêts, des grandes parcelles, enfin des grandes parcelles. Notre plus grande parcelle fait 35 hectares, mais elle est entourée d'un côté par des bois, de l'autre par une prairie. Sauf que la régulation naturelle, ça marche pas. Il y a toujours un décalage dans le temps. En 2015, par exemple, ça nous a coûté 10 quintaux hectares de blé. Sur 160 hectares, ça fait quand même 160 tonnes de blé. Et ça, c'est l'impact des campagnols sur la récolte de blé. Donc, du coup, à partir de 2014-15, là, on a changé de politique, on a fait une formation Fredon. Et puis, malheureusement, on appliquait de la bromonialone. Alors, la bromonialone, c'est soumis à beaucoup de contraintes, beaucoup de réglementations, affichage en mairie, déclaration de la présence des campagnols, déclaration de l'application, gestion des stocks, etc. Bon, ça fait 2 ans, on a laissé tomber la bromonialone pour utiliser du phosphure de zinc, donc le Ratron GL, qui est aussi efficace, qui est moins coûteux et qui n'est soumis à aucune contrainte chez nous. Donc, parce que le produit se dégrade dès qu'il est dans l'estomac de la souris, il se transforme en gaz et il n'a aucun impact sur le rapace qui viendra manger la campagnole ou sur le renard qui viendra la manger. Il n'y a pas besoin de ramasser des morts après. On met quelques grains dans le trou et puis et on arrive bien à maîtriser. Mais ça reste une lutte depuis 2015 régulière. Donc, tous les ans, à l'automne ou au printemps, on fait le tour des parcelles. À pied s'il y a beaucoup de trous ou avec un quad s'il y a moins de trous pour essayer de les contrôler dès leur apparition. Et en cas de forte infestation, avant le semis, si on identifie un gros problème avant le semis, 3-4 semaines avant le semis, ce qu'on a été appelé à faire et qui marche très bien, c'est de faire le désert. Alors bon, c'est pas tellement dans notre système, donc on le fait à minima. C'est de détruire le couvert ou les repousses, parce que la campagnole des champs, c'est pas la campagnole terrestre en l'occurrence, c'est la campagnole qui se nourrit du verre et qu'on voit courir en surface de temps en temps quand on se balade. Donc, totalement le couvert par un coup de glyphosate, puisque on est sans aucun travail du sol. Et là, au bout de pas très longtemps, dès que le couvert est jaune, elles meurent de faim, elles disparaissent. Alors, elles ne quittent pas la parcelle, mais elles disparaissent et il y avait totalement. Donc, on arrive à faire des implantations de culture, même après une forte pression campagnole, sur des parcelles sans autre interaction, sans autre action. Ok. Question concernant vos couverts végétaux, là, puisque vous rentrez de plus en plus dans une zone, enfin en tout cas en période de sécheresse, il y a une question, savoir si vous avez déjà testé l'irrigation sur les couverts végétaux. Et sur la conduite des couverts végétaux, est-ce que vous les fertilisez? Alors, l'irrigation, non, parce qu'on a des volumes d'eau qui sont contraints. Donc, même cette année, on a manqué de volume d'eau attribué puisqu'on ne pompe pas indéfiniment. Tous les ans, on fait une déclaration des besoins en eau qui nous est accordée souvent pas en totalité par la DDT via un arrêté préfectoral et avec des restrictions d'irrigation très importantes qui tombent depuis plusieurs années courant juillet. Donc, on se retrouve quelquefois au 15 août avec interdiction totale d'irriguer sur certains secteurs. Et donc, c'est hors de question d'envisager d'irriguer des couverts. Faudrait augmenter encore l'équipement matériel. L'été, on irrigue le soja. Au printemps, ça nous arrive d'irriguer du blé, de l'orge d'hiver. Cette année, on a irrigué en avril 100 hectares de blé et d'orge. Donc, mais bon, ce qui a certainement permis d'obtenir les rendements qu'on a obtenus cette année, parce que 82 quintaux hectares en blé sur 230 hectares, on était quand même assez satisfait de notre année. Donc, voilà. Alors, les couverts, on va peut-être envisager de changer notre mélange, de partir sur un mélange avec des plus petites graines, des plantes, parce que la févrole, par exemple, on ne la voit plus dans nos couverts. C'est tellement sec qu'elle ne lève pas. Donc, mettre de l'argent, cultiver de la févrole pour la semer pour qu'elle ne fasse rien. Donc là, on est en train de réfléchir pour l'année prochaine, peut-être à retirer la févrole du mélange. Alors que quand on écoute Jean-Luc Forleur,
ou quand on écoutait, puisqu'on suite à une formation il y a 4-5 ans, c'était la févrole à toutes les sauces. Alors qu'aujourd'hui, dans les plans de campagne, on y pense de moins en moins. Pour la remplacer par du trèfle d'Alexandrie, par éventuellement du lin, par le pois fourragé, il est moins exigeant pour lever en eau. Et alors les fertiliser, la première année, on a fertilisé une partie de la parcelle, on testait pas mal de choses. Bon, là, aujourd'hui, non, on ne les fertilise pas, mais les fertiliser, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Vu qu'il n'y a pas d'eau au mois de septembre, on peut se retrouver des mois de septembre à quelques millimètres dans nos régions depuis 3-4 ans. Donc, et quand il veut pousser, le couvert, il pousse. C'est de l'eau qui lui manque la plupart du temps. C'est quoi les perspectives justement? Comment vous choisissez collectivement votre assolement? Alors, on est 4. Alors, j'ai pas trop parlé de l'activité de chacun dans l'assolement en commun. Donc, on est 4 aujourd'hui. Donc, 3 plus jeunes collègues que moi, puisque moi, je suis l'ancien de la bande, la retraite normalement dans 2 ans. Et mes 3 autres collègues, plus un salarié. Donc, un collègue s'occupe principalement de la pulvérisation et des semis, avec le salarié qui s'occupe aussi des semis. Et puis les 2 autres collègues, c'est un GAEC. Donc l'associée Stéphanie s'occupe de la compta. Donc elle a pris la suite de mon épouse qui faisait la partie administrative du groupe. Parce que j'ai pas trop précisé, mais un assolement commun, une cume intégrale, donc on s'appuie là-dessus. Du semi-direct sous couvert, ça suppose beaucoup de temps de réflexion, de temps administratif, la gestion des couverts. Il faut aussi prendre une année à l'avance. Donc même si on ne fait que moins de 3 heures de traction par hectare, on est quand même, on a une charge de travail qui reste élevée par la gestion des couverts notamment, par des tours de plaine qui sont plus importants, par la chasse aux campagnols. Donc du coup, voilà, une organisation qui se fait dans le collectif. Et alors, j'ai perdu la question. C'est comment vous réfléchissez, Ah oui, comment on réfléchit, oui. Ouais. Alors, on essaie de réfléchir collectivement, mais c'est plutôt mon jeune collègue et moi qui proposons, parce que nos 2 autres collègues là qui nous ont rejoints il y a 2 ans, ils découvraient le semi-direct, donc ils avaient besoin de s'appuyer sur nous pour se l'approprier. Donc on a un peu pris aussi l'habitude de réfléchir l'assolement et de le caler ensuite en groupe. On essaie de se réunir. Alors les bonnes résolutions, c'était 1 fois par semaine, on n'y arrive pas. Donc, c'est une réunion de temps en temps, selon les périodes. Au printemps, ça va être quand même assez régulier, toutes les semaines. C'est aussi compliqué de faire coller les agendas. Moi qui suis là que le mercredi, ou le soir, ou le matin, ou le week-end. Donc, on arrive quand même un mercredi sur 2, on va dire, à caler une petite réunion de réflexion. Et puis, les itinéraires techniques. Alors, c'est vrai que depuis 2009, avec mon collègue qui fait la pulvée, c'est nous 2 qui sommes quand même le plus techniques du groupe. Donc, on est plus à proposer ou à informer ce qu'il y a lieu de faire. C'est assez difficile de trop décider collégialement parce que ça prend du temps, et du coup, il faut avancer. La question, c'était comment tu choisis la succession culturelle par rapport à quels critères? Est-ce que c'est Ok, d'accord. économique? Est-ce qu'il y a des critères agronomiques, de lutte contre des ravageurs, de mauvaises herbes, etc.? Comment tu fais la décision? Ça dépend déjà du terroir. Sur nos 600 hectares, il y en a à peu près un tiers en terre séchante, argileuse, et le reste en terre plus profonde. Donc, il y a déjà le tiers en zone séchante où on limite les cultures de printemps. Et si on met du soja, on sait qu'on va devoir l'irriguer. Donc, on limite la surface de soja. Et même les surfaces de céréales, on sait que potentiellement, elles vont avoir besoin d'un tour d'eau au printemps. Donc, on cale déjà par rapport au type de sol. Ensuite, la rotation, elle n'est pas vraiment fixée.
La moutarde nous impose quand même de ne pas intégrer de colza dans la rotation moutarde, parce que dès qu'il y a du colza, des repousses de colza dans la culture de moutarde, il faut soit les arracher à la main, les colzas, soit détruire la culture de moutarde. Donc ça, c'est encore un autre critère. Et puis ensuite, on essaie de s'en tenir toujours aux 230 hectares à peu près de blé. Suffisamment d'orge d'hiver pour des récoltes précoces, ce qui permet de démarrer des semis de colza ultra précoces, ce qui permet de semer des couverts. Donc ça définit un peu la solde d'orge d'hiver. Et ensuite, alors nos cultures de couverts, c'est peu de surface, hein, c'est 5-6 hectares de févrole, c'est des dérobés quand ça marche. Et alors la rotation par elle-même, elle n'est pas vraiment figée. On aurait une rotation, on va dire crucifère, alors colza ou moutarde, blé, et puis après orge d'hiver, orge de printemps, et puis là on repart soit sur une crucifère ou soit sur du soja ou du lin, puisque pour la première année, là en 2020-2021, on a introduit une trentaine d'hectares de lin d'hiver, pour faire moins de soja sur le secteur séchant, parce que c'est plus possible, quoi. Avec 5-6 tours d'eau, le soja, on l'achète, quoi. Ça coûte 15 quintaux avec le coût de l'irrigation. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment une ligne de conduite cette année, on a pas mal de blé d'orge d'hiver. Pourquoi blé d'orge d'hiver? Parce que l'orge d'hiver nous permet de faire le dérobé, alors de la moutarde ou du pois fourragé, et de faire un blé derrière, qui du coup se retrouve à être un blé de moutarde ou un blé de pois fourragé. Sauf qu'il ne pousse pas de blé, il pousse pas de moutarde, il pousse pas de pois fourragé. Donc on se retrouve avec un blé d'orge d'hiver, du coup qu'on doit conduire comme un blé de paille, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'opportunisme, mais avec quand même des grandes lignes. Il y a une question concernant la gestion des limaces. Oui. Type de produit, et puis est-ce que vous utilisez d'autres leviers pour gérer les limaces? Alors, on a un peu essayé au début de rouler quand elles étaient en surface et quand elles couraient le matin ou le soir, sans trop de résultats. Donc, on a, jusqu'à il y a 3-4 ans, utilisé pas mal de Slux en préventif. Donc, 15 jours, 3 semaines avant le semis. Et puis du métaldéhyde en culture au moment des dégâts. Alors, quand on utilise du métaldéhyde, on l'utilise à petite dose, quitte à repasser assez souvent. Assez souvent, oui, à repasser 3, 4, 5 jours après. Et on arrive à peu près à maîtriser les limaces comme ça, mais souvent et principalement sur soja, avec des dégâts de limaces récurrents. Donc, du coup, des ressemis de soja, ça c'est assez courant, en partie à cause des limaces. Et puis, ça fait 3-4 ans depuis qu'on a les étés secs. Alors, est-ce que c'est du cassage? Je ne sais pas, parce que là, on se retrouve avec un automne humide. On n'a pas de recrudescence de limaces, alors qu'on en voit se multiplier dans d'autres secteurs, sur d'autres systèmes. Alors, est-ce que la régulation par les carabes est plus efficace? Est-ce que ça s'est mis en place? Toujours est-il qu'on observe quand même nettement moins de dégâts de limaces. Alors, en céréales, quasiment pas. Les dégâts de limaces, c'est sur du soja, soja, colza, moutarde. Alors, colza, avec des semis ultra précoces, des semis de début juillet, là, on arrive à complètement esquiver les limaces. Sauf que des étés comme celui qu'on vient de passer là, aucune goutte d'eau en juillet, les premières pluies mi-août, les colzas, finalement, on ne les a pas semés en juillet, on a attendu qu'il pleuve. Alors que 2018 et 2019, on avait réussi des jolis colzas semés début juillet. Et là, pas de souci de limaces. Donc voilà un petit peu la gestion des limaces. C'est un peu plus compliqué en moutarde parce que pour un semis de fin septembre, début octobre, là, et on ne peut pas anticiper le semis, la moutarde ne supporterait pas. Après, il y aura trop d'élongation. La moutarde ne vernalise pas, donc elle pousse tout le temps. Merci Pascal. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais elles peuvent venir après, puisque